Bonjour à toutes et à tous. Séminaire un petit peu de détente, hein, parce que vous êtes tous au taquet en ce moment, vous avez peur, etc. Vous allez voir qu'il y a d'autres pathogènes, il y a d'autres sujets également. Il n'y a pas que les hommes, mais on doit trouver tout normalement une source d'inspiration. Le speaker d'aujourd'hui, c'est Marc-Henri Lebrun, qui est DR au CNRS, directeur de recherche au CNRS, qui travaille dans une unité de l'INRA, donc qui s'intéresse aux pathogènes des plantes. Je pense qu'on va pouvoir, les pathogènes fongiques, hein, les champignons des plantes, vous savez que c'est des organismes qui sont susceptibles d'être des fois des réservoirs ou de nous attaquer, nous également. Thiverval-Grignon, l'endroit où le laboratoire se situe, est à côté de Versailles, en France, à côté d'une petite ville qui s'appelle Plaisir. J'ai regardé la carte tout à l'heure. Hein, donc, on n'a plus qu'à attendre le plaisir de t'entendre, Marc-Henri. Et raconte-nous ce que tu as prévu de nous raconter. D'accord. Donc, Plaisir, l'école à Thiverval-Grignon, c'est en fait l'école d'agronomie de AgroParisTech, qui est la première école d'agronomie au 19e public. Donc, on est dans des bâtiments un peu anciens. Alors, nous, notre institut est nouveau, mais les autres bâtiments sont du 19e. Et donc, c'est un campus où il y a différents centres de recherche, microbio, agronomie. Et nous, on est une petite unité qui est vraiment concentrée sur l'étude des champignons pathogènes des plantes. Aussi bien au niveau génomique, comme ce que je vais vous présenter, mais on a aussi des gens qui travaillent sur la résistance aux fongicides, l'épidémiologie des maladies, l'étiologie, les microbiotes associés donc aux infections. Donc on a un petit peu près toute la gamme d'études possibles sur les champignons pathogènes des plantes de grandes cultures, parce qu'on est à l'INRA, donc c'est le blé, le colza, la vigne, qui sont donc les pathogènes, c'est des pathogènes de ces plantes. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu un patchwork, un peu de ce que j'ai fait depuis, je dirais, les 10 dernières années, un peu l'irruption de la génomique dans nos études des champignons phytopathogènes. Quand j'ai commencé comme jeune étudiant, on travaillait sur les champignons phytopathogènes, mais on ne connaissait pas leur génome, ça a mis assez longtemps, après mon master. Il a bien fallu 15 ans. Et donc ça a vraiment, je dirais, l'ouverture vers la génomique nous a vraiment fait décoller un petit peu sur à la fois les capacités d'étude et la compréhension de ce qui se passe. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc là, cette photo, vous voyez, c'est une panicule de riz, donc attaquée par un champignon pathogène du riz. C'est la principale maladie du riz, Pyricularia, sur lequel j'ai longtemps travaillé. Donc la génomique des champignons, elle a commencé à peu près en 2004, donc par le séquençage de génomes de champignons un peu de référence, Aspergillus, Neurospora, et un champignon pathogène des plantes, celui que vous avez vu juste avant, Magnaporté, qui maintenant s'appelle Pyricularia. Il faut vous habituer, en mycologie, on change de nom assez... Enfin, maintenant c'est stabilisé, mais on a changé de nom souvent. Donc c'était les premières espèces séquencées, et donc c'était évidemment en séquençage Sanger. Je crois que le projet de Magnaporté international a coûté 1 million d'euros. On ne referait pas ça. Donc 2018, on a commencé à s'ouvrir un petit peu sur pas mal de champignons pathogènes des plantes. Vous voyez, donc la plupart de ceux qui ont été séquencés en ces 4 ans, toujours en Sanger, étaient donc des champignons pathogènes des plantes avec un champignon pathogène de l'homme, Coccidioides. Et c'était encore du Sanger. Donc nous, on a bénéficié de l'aide du génoscope pour séquencer Botrytis, Sclerotinia, et les autres ont été séquencés par le GGI ou à l'époque le Broad Institute, qui à l'époque faisait encore beaucoup de séquençage de génome de champignons. 2012, il y a eu entre-temps la révolution Illumina au niveau des techniques de séquençage. Donc là, on a commencé à pouvoir séquencer, il y avait encore un certain nombre de Sanger et des nouvelles techniques de séquençage haut débit. Et là, on a pu commencer à explorer des champignons dans leur diversité d'écosystèmes, donc des symbiontes, des épiphytes, endophytes. C'est ce qui manquait vraiment à l'époque. Donc c'est le moment où la truffe a été séquencée, les champignons mycorhiziens, encore en Sanger. Mais ça commençait à être mixte. Et donc là, dans les 8 dernières années, là, effectivement, technique de séquençage Illumina ou PacBio, sur des génomes donc, qui font entre 40 et 120 mégabases en moyenne, plutôt proche de 40-60 d'ailleurs.
Donc c'est très accessible aux techniques haut débit de séquençage. Donc là, on en est à, quand moi j'ai fait mon repérage, 1592, donc Bernard m'a dit même 1900 ou 2000 hier, et donc sur NCBI, il y en a à peu près 5000. Donc il y a un peu une explosion de séquences de ces organismes. Et ce qui s'est passé entre 2012 et 2020, donc là, la communauté a essayé donc de séquencer en particulier pas uniquement les génomes de champignons d'intérêt industriel, pathologique ou écologique, mais tous les taxons. Donc là, il y a une approche taxonomique qui existe toujours au GGI. Donc on peut, si on a un taxon qui n'est pas représenté encore dans le séquençage, proposer son séquençage. Si on fournit l'ADN, il sera séquencé gratuitement par le GGI, donc l'équivalent du CEA américain, donc l'énergie atomique. Donc ça a vraiment conduit à une expansion on a maintenant une vue quand même très très large de tout ce règne fongique, dont la diversité est équivalente à peu près au règne animal, hein, qui sont donc son cousin le plus proche sont les animaux. Voilà. Donc, là, on va revenir un petit peu à des exemples de champignons phytopathogènes. Donc ça, c'est un exemple un petit peu ancien, mais qui est quand même, je trouve, très intéressant. Donc c'est deux espèces fongiques qu'on a séquencées. Donc Bloomeria graminis, que vous voyez ici, donc qui est un champignon donc, qui atterrit sur ici des feuilles d'orge. Donc ça crée ces petites symptômes blanchâtres. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de l'oïdium des rosiers, mais celui-là il est spécifique donc de l'orge. Et donc qui produit à l'intérieur des cellules épidermiques, ce qu'on voit ici en vert, des ostoriums. Donc c'est une cellule fongique qui ressemble un peu à une pieuvre, qui pompe en fait tous les nutriments possibles de la plante hôte, sans la tuer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des champignons biotrophes. Vous verrez, je vais réutiliser assez souvent cette dénomination qui est un peu grossière, mais qui quand même donne une idée quand même des stratégies infectieuses et de leur diversité qu'on a chez les champignons pathogènes des plantes. Donc là, c'est un pathogène qui essaie de maintenir en vie sa plante hôte, mais il la manipule pour pouvoir donc se nourrir et ne pas être éjecté par la plante hôte. Donc cette structure d'échange, l'ostorium, est très importante, on le reverra, et ça lui permet donc de produire des spores qui sont donc cet ensemble de masses mycéliennes et de spores qui se produisent à la surface grâce aux nutriments qu'il a réussi à prendre à la plante. C'est un champignon qu'on n'est pas capable de cultiver. Comme la plupart des champignons biotrophes, ils ont évolué finalement avec leur plante hôte. Et même, vous verrez, avec le génome, on n'a pas réussi à savoir pourquoi on n'arrive pas à les cultiver. Et ils sont très spécifiques dans le sens où cette espèce-là, Bloomeria graminis, n'attaque que l'orge, pas le blé et pas toutes les autres plantes. Et chaque plante, en fait, a, entre guillemets, un oïdium. Donc celui du rosier n'attaquera pas l'orge. Et on a une grande diversité des oïdiums. Ça attaque pratiquement toutes les plantes, mais chaque fois, c'est une espèce particulière d'oïdium ou d'éricifées. Enfin, il y a différents noms pour ce clade, des éricifales. Juste à côté, vous voyez l'arbre phylogénétique. Donc c'est vraiment des espèces vraiment cousines. Sclerotinia botrytis, eux, c'est l'inverse. Au niveau stratégie infectieuse, c'est ce qu'on appelle des nécrotrophes, dans le sens où donc, ils attaquent à peu près un peu toutes les structures donc, de la plante. Là, on voit un botrytis qui attaque donc, une grappe de raisin. Il attaque aussi les feuilles, les tiges, il peut rentrer à l'intérieur. Et en général, il détruit au fur et à mesure qu'il colonise la plante. C'est pour ça qu'on appelle un nécrotrophe. Sa stratégie, c'est détruire la plante et se nourrir des tissus infectés qu'il a détruits. Et ce champignon-là, nécrotrophe, il a la particularité d'avoir un spectre d'hôtes très large. Il peut attaquer à peu près 400 plantes, 400 espèces de plantes différentes, presque toutes des dicotylédones, donc ça n'attaque pas les graminées, l'orge, le blé, mais ça attaque pratiquement tout. Le plus connu, c'est sur la vigne, mais sur vos fraises, vous avez souvent du botrytis si vous attendez un petit peu longtemps. Donc c'est un pathogène aussi d'intérêt agronomique. Et donc vous voyez que, tout en étant très proches, ils ont des stratégies infectieuses très différentes. On a comparé leur génome parce qu'on était impliqué dans les deux séquençages, et on s'est aperçu que le génome de Bloomeria graminis, mais celui aussi d'autres éricifales, était très grand, à peu près 140 mégabases, alors que celui de Sclerotinia botrytis
était dans la moyenne des ascomycètes, 40 mégabases. Donc il s'était passé quelque chose de récent. Et en fait, c'était par l'analyse du génome de Bloomeria, donc on s'est aperçu que c'était donc une expansion de transposons. Vous voyez que 64% du génome du champignon est fait de transposons, alors que celui de Botrytis et Sclerotinia, il y en a 5% chez Botrytis, à peine 8% chez Sclerotinia. Donc une invasion de transposons relativement récente. Bon, c'est quand même des échelles de temps assez importantes, hein, mais au niveau des échelles taxonomiques fongiques, c'est récent. Donc une expansion de transposons qui peut rendre compte de l'augmentation de taille du génome de cette espèce. Si on regarde l'organisation de son génome, ben voilà, c'est un transposon, un gène, plein de transposons et encore un autre gène. Donc les gènes c'est des monocopies isolées dans un océan de transposons. C'est une structure, quand on a la première séquence qu'on a eue de ce champignon, c'était la première fois qu'on voyait ça chez les champignons. Donc ça remonte à 2010, mais bon, depuis il y en a eu d'autres. Donc on en a trouvé chez Leptosphaeria, Venturia, mais aussi la truffe, qui a aussi donc une invasion de transposons, et chez d'autres champignons, Puccinia melampsora, qui sont aussi des champignons biotrophes, mais basidiomycètes. Et chaque fois, c'était dans des groupes un peu particuliers. On en voit aussi chez donc, un champignon mycorhizien, l'Acaria, Fusarium, un pathogène des plantes, Nectria. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on a augmenté le nombre de génomes disponibles, on s'est aperçu qu'il y avait ces expansions de transposons. Avant, on était resté sur l'idée, il n'y a pas beaucoup de transposons chez les champignons. À quoi ça peut correspondre? Donc, la corrélation qu'on peut faire maintenant, c'est à quelques exceptions près, ces expansions de transposons, on les retrouve que chez des champignons associés aux plantes, pathogènes ou symbiontes. Les pathogènes, par exemple, de l'homme, on en trouve très peu d'expansion de transposons, et les champignons saprophytes aussi. Bon, il y a toujours une exception ou deux, mais c'est une tendance assez importante, et ces événements sont récents. Par exemple, le plus récent, c'est chez Leptosphaeria. On le retrouve que dans 2 espèces, et toutes les autres espèces de ce genre n'ont pas d'amplification de transposons. On a pu le dater à 10 millions d'années. Chez la truffe, c'est tout le genre truffe qui a cette expansion. On a pu le dater à 20 millions d'années. Vous voyez que Bloomeria, bon, j'ai mis 50 millions d'années, c'est peut-être 100 millions d'années l'origine de cette famille. Chaque fois, on recule. Chaque fois qu'on a un petit peu plus d'espèces, et on peut reculer un peu les datations. On n'a pas beaucoup de fossiles chez les champignons, donc c'est des datations moléculaires. Hein. Donc ces expansions de transposons, on pense que c'est donc des événements récents, enfin relativement récents, et sans doute liés à des accélérations de l'évolution. On a des exemples, comme par exemple chez Bloomeria, on a de la des gènes fongiques qui ont été captés par un transposon et qui sont amplifiés, dans ce cas particulier, à un effecteur qui a été amplifié en 1000 copies. On a aussi de la diversification, parce qu'il y a des mécanismes de résistance aux transposons chez les champignons qui conduisent à des mutagénèses un peu accélérées des gènes dupliqués, qu'on appelle le RIP. C'est Repeat Induced Point Mutation. Les Anglais ont fait un jeu de mots quand ils ont découvert le mécanisme. Et donc, en fait, ce système, dès qu'il y a une séquence dupliquée et que le champignon passe à travers une méiose, les 2 copies sont mutées à très haut débit par des aminations des cytosines, donc tous les C deviennent T, ou pratiquement tous. Et là, quand il y a des gènes à côté d'un transposon, ils peuvent être mutés. Et dans le cas de Leptosphaeria, ils ont pu montrer que ce n'est pas toujours des inactivations. Ça a permis de diversifier, conduire à une mutagénèse et une diversification très rapide, parce qu'il suffit là, en fait, d'un seul croisement. Donc, en 1 an, on peut avoir une accumulation de mutations très importante à certains endroits du génome. Évidemment, en transposons, on peut faire des délétions. Hein, vous verrez que finalement, on pensait que les champignons, voilà, comme tous les eucaryotes, continuaient d'évoluer en augmentant leur taille, leur nombre de gènes, etc. Et en fait, on s'aperçoit que la règle, c'est plutôt la perte. Il y a beaucoup d'évolution par perte. Et on a des transferts horizontaux, parce que les séquences répétées peuvent se recombiner. Donc on peut transférer des régions qui sont entre 2 transposons. Et on a quelques exemples précis qu'on peut dater, en particulier celui-là.
un transfert de gènes d'une toxine entre Pyrénophora et Stagonospora, qui est de l'ordre d'il y a peut-être 50 ans. Donc par échange entre les deux champignons. Donc ces expansions récentes, on pense que là c'est lié à vraiment l'adaptation des champignons à des nouveaux écotypes, en particulier l'agriculture, pour le dernier exemple. Donc maintenant on s'est dit, voilà, il y a beaucoup de transposons, qu'est-ce qui se passe au niveau des gènes? Donc il y en a beaucoup moins, vous voyez, le nombre de gènes moyen d'un ascomycète, donc ce groupe de champignons, c'est à peu près 12 000, 11 500, et donc Bloomeria en a 2 fois moins. Donc, en même temps que l'expansion du génome en taille, il y a eu une perte majeure de gènes, à peu près un gène sur 2 a été perdu par rapport à un autre ascomycète voisin. Donc c'est un génome réduit, on va dire, à l'essentiel pour être un bon pathogène de plantes. C'est des bons pathogènes de plantes, on a beaucoup de mal à s'en débarrasser, on devait traiter avec des fongicides, voilà, bon. Ils sont bien adaptés à leur écosystème, j'attaque une plante. Mais ils ont perdu, par rapport aux champignons de base, la moitié de leurs gènes. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de voir qu'est-ce qu'ils ont perdu. Donc la première question, c'était, puisqu'on n'est pas capable de les cultiver, est-ce qu'en regardant le génome, on va être capable de le cultiver? La réponse est non, puisqu'ils ont à peu près tout ce qu'il faut pour se multiplier sur des milieux de culture, mais on n'y arrive pas. Donc il y a quelque chose d'autre qu'on n'a toujours pas compris, même si on a le génome. On s'est aperçu quand même qu'il manquait quelque chose, certaines voies, mais qui n'étaient pas forcément indispensables, glutamate, glycérol, réponse au stress oxydatif, l'invertase, mais ça, la plante peut en produire aussi, c'est donc le passage du saccharose, la réserve de la plante au glucose, des protéases, mais il manquait nitrate et sulfate. Donc nitrate, être incapable de utiliser le nitrate comme source d'azote, finalement c'est pas trop gênant, puisqu'on sait déjà, par des mutations dans la nitrate réductase, donc il y a une seule enzyme qui est capable de faire ça, que les champignons pathogènes mutés pour cette enzyme étaient tout à fait pathogènes. C'est-à-dire en fait dans la plante, le nitrate n'est pas une source d'azote vraiment importante pour les champignons pathogènes. Il y a le glutamate, la glutamine, l'aspartate, tous ces acides aminés qui sont produits par les plantes. Donc bon, c'était donc peut-être tout à fait possible que le champignon ait perdu cette voie-là, elle n'est pas vraiment indispensable pour un champignon qui n'est capable de se multiplier que sur une plante. Par contre, le sulfate, c'est plus embêtant, puisque là, il n'y a pas trop d'alternatives, et on sait que les mutants de cette voie de biosynthèse, donc de sulfate à méthionine cystéine, sont non pathogènes. Ça veut dire que quand on met un champignon auxotrophe pour ces acides aminés sur une plante, il n'est pas capable de les récupérer dans la plante, parce que la plante ne veut surtout pas les lâcher. Donc il y en a très peu dans l'espace circulant de la plante, qui est ce qu'on appelle l'apoplasme. C'est un peu le système, entre guillemets, sanguin des plantes, donc tout passe par l'apoplasme. Et il y a très peu de méthionine et cystéine, et donc ça veut dire qu'en théorie, il devrait être non pathogène. Or, il y arrive. Donc, du coup, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'effectivement, ce champignon a un moyen de récupérer du soufre réduit dans la plante qu'ont n'ont pas les autres champignons. Pareil, dans le génome, on n'a pas encore trouvé pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a des sources de soufre réduit qui ne sont pas de la cystéine et de la méthionine dans les plantes, des réserves. Elles ne sont pas forcément facilement accessibles. Donc ça veut dire que le champignon doit avoir un moyen de les cataboliser. Donc il y a vraiment ces SMM, c'est des dérivés de méthionine, des dimères. Il faut aussi des transporteurs. Pour l'instant, on ne les a pas encore trouvés, mais là, la prédiction du génome est plutôt une nouvelle question, c'est-à-dire comment le champignon fait pour récupérer sa méthionine et sa cystéine, puisqu'il est incapable de le faire. Et ça pourrait être effectivement, si on savait par quel mécanisme il faisait, on pourrait l'empêcher de le récupérer, ça pourrait être un bon moyen de lutte, mais on n'a pas forcément encore trouvé. Donc on a regardé aussi quels étaient les gènes qu'on va appeler accessoires de pathogénie, vous allez voir pourquoi. Donc en particulier les casymes. Donc casymes, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est des enzymes donc modulaires qui sont donc capables d'interagir avec les sucres. Donc là, on va s'intéresser principalement aux familles qui sont capables de dégrader, couper les polysaccharides de la plante. Donc on a un moyen de les classer d'après leur module et de repérer
au moins certains dont on est sûr qu'ils sont capables de dégrader les parois de la plante. Donc c'est ce qu'on a fait avec Bernard. Donc là vous avez les classifications de toutes les familles. Certains on ne sait pas forcément encore précisément, ou peut-être maintenant on le sait un peu mieux, mais en tout cas à l'époque, on pouvait en classer un certain nombre comme étant impliqués dans la dégradation, cellulose, hémicellulose ou pectine. Et vous voyez donc que le Bloomeria en a très peu, voire pas du tout. Donc pour ceux qui sont connus, donc pas de cellulase, pas de xylanase, pas de mananase, pas de pectinylariase, pas d'estérase. Donc si on fait un bilan un petit peu, qu'est-ce qui est capable de dégrader ce champignon d'après son génome, il reste une seule enzyme, qui est donc une oxydase un peu atypique, qui est capable normalement de décliver la cellulose. Et c'est la seule, en tout cas, que l'on peut repérer dans le génome. Donc, ça veut dire que ce champignon est particulièrement déficient. Dans la petite diapo d'avant, vous voyez, ou si je reviens juste, vous voyez que la plupart des champignons ont entre 100 et 200 gènes qui pourraient être impliqués dans la dégradation des parois de la plante. Celui-là n'en aurait qu'une. Par contre, c'est bien une enzyme dont le gène correspondant est exprimé au cours de l'infection, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à déterminer quel était son rôle réel dans l'infection, parce qu'avec ces champignons qu'on n'est pas capable de cultiver, on n'est pas capable de faire de la génétique inverse jusqu'à présent, où c'est très difficile. Donc pour valider une hypothèse, comme par exemple là, ce gène-là est vraiment important aux champignons pour dégrader un peu à la plante et passer à travers les parois, il faudrait pouvoir faire un mutant. On ne peut pas faire de mutant chez cette espèce. On est obligé de faire des choses assez compliquées où on utilise du RNAi de la plante qui est absorbé par le champignon et qui silence plus ou moins le gène du champignon. Et donc c'est assez compliqué. Donc cette hypothèse-là n'a pas été testée. Mais ça pourrait être aussi un verrou un peu pour bloquer ce champignon si c'était vraiment important pour le processus infectieux. Donc, très peu de casim, limité, donc c'est un champignon qui dégrade très peu la paroi de la plante hôte. On a regardé aussi le métabolisme secondaire, donc des toxines potentielles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le métabolisme secondaire, c'est un peu pareil. Donc, on peut les repérer assez facilement dans le génome, parce que c'est des enzymes modulaires avec des domaines très conservés. Et on ne connaît pas forcément la voie de biosynthèse correspondante, mais on peut être sûr que ces enzymes-là vont être impliquées dans la biosynthèse d'un métabolite secondaire de type antibiotique, toxine, signal. Donc il y a les PKS qui font des petites molécules carbonées, les NRPS qui font des peptides de manière enzymatique. Et donc on peut les repérer dans les génomes. Vous voyez donc où la pénicilline est effectivement un petit peptide, un dipeptide fait par ce type d'enzyme. Vous avez l'aflatoxine qui est un polykétide. Vous avez des hybrides qui sont souvent des toxines des mycotoxines assez puissantes. Et donc quand on regarde dans le génome, on peut rapidement savoir quel est le potentiel de production de métabolites secondaires d'une espèce. On ne connaît pas forcément le métabolite, mais on a son potentiel. Donc chez Bloomeria, on a été surpris, il n'y en a que deux. Donc une première enzyme qui ressemble à une enzyme de production de pigments et une autre enzyme donc, qui est un petit peptide qui sert donc au captage du fer. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve chez tous les champignons. Donc en fait, si on compare maintenant donc, aux autres champignons, donc Botrytis, son plus proche cousin, il a à peu près une quarantaine de voies métaboliques pour la production de métabolites secondaires. Pigments, c'est idérophore, mais aussi beaucoup d'autres, y compris des toxines connues. On voit que chez les autres Hémiascomycètes, c'est variable, c'est entre 60 et 30 pour Fusarium graminearum. Depuis, on a même des génomes de champignons phytopathogènes ou saprophytes qui ont jusqu'à une centaine de voies de biosynthèse de métabolites secondaires. Mais donc, le Bloomeria, biotrophe, n'en a que deux. Tuber, qui est un symbionte, en a trois. Pareil, ce sont pigments, sidérophores. Et on voit la même chose dans d'autres champignons biotrophes. Donc on a l'impression que là aussi, la stratégie un petit peu évolutive, ça a été de perdre des gènes qui n'étaient pas forcément indispensables
pour cette stratégie infectieuse. Donc, pas besoin de dégrader trop les parois de la plante, pas de production de métabolites toxiques, qui, on dirait de manière un peu anthropomorphique, on pourrait se dire, voilà, le champignon ne cherche plus, sa stratégie c'est de ne pas détruire son hôte, le ménager, tout en le parasitant, donc il n'a effectivement peut-être pas intérêt à produire des choses toxiques. Il ne produit pas de protéases non plus, et les effecteurs, on s'est posé la question, donc je vais vous juste faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est pour nous les effecteurs en pathologie des plantes. Donc un effecteur, c'est une définition assez simple, c'est juste une protéine fongique sécrétée dans les tissus de la plante hôte. Et nous, on définit en général de manière bioinformatique, donc on regarde dans le génome toutes les gènes qui ont un signal peptide, et parmi toutes ces, donc il y en a des milliers, hein, on enlève le casime, on enlève les protéases, les lipases, les enzymes qui ont une activité bien connue de dégradation. Il en reste toujours, vous verrez, des milliers. Et on regarde ceux qui sont exprimés au cours de l'infection. C'est le deuxième critère. Ça, on élimine peut-être la moitié ou les 2/3. Il y en a plein qui sont simplement exprimés in vitro et pas au cours de l'infection. Après, dans un certain nombre de pathosystèmes, donc ça c'est un champ d'étude assez intense dans la communauté des pathologistes moléculaires de plantes, puisqu'il y en a effectivement, même avec ce tri-là, il en reste des centaines par espèce fongique, et chaque espèce fongique a son lot d'effecteurs qui ne ressemble pas à celui de l'espèce voisine. D'accord ? Donc, en fait, quand on étudie des familles d'effecteurs, on étudie généralement au sein d'une espèce. Il est très difficile de faire des regroupements. On commence un petit peu à le faire par leur structure 3D, où on retrouve des convergences, entre guillemets, alors peut-être pas des convergences, mais des patterns de structure à eau qu'on ne peut pas voir au niveau des séquences protéiques. Ça commence juste. Donc, juste pour vous montrer les deux types d'effecteurs, donc ça a été fait chez Magnaporte, donc c'est une spore qui fait un apressorium, donc c'est une cellule qui permet aux champignons de s'injecter dans la plante, et on voit ici l'if infectieux dans la première cellule infectée, la cellule de l'épiderme là, du riz, et donc ça vous représente un petit peu ce que vous voyez ici. Donc l'apressorium ici, on le voit, on le distingue en tout cas, vu la prise de photo, il est au-dessus de la cellule, et là c'est les ifs infectieux, vous voyez, qui remplissent complètement la cellule infectée. Là on a une GFP cytoplasmique, donc ça permet de voir le champignon à l'intérieur de la cellule, et là on a une protéine sécrétée qui se met à l'interface, d'accord ? Donc ça c'est ce qu'on appelle les effecteurs apoplastiques, entre guillemets, sachant que là vous voyez que les effecteurs ne diffusent pas. Il y a donc en fait ce que l'on voit ici en vert, c'est une interface où la membrane de la plante recouvre en fait la paroi du champignon. Il y a une petite matrice entre les deux. Et en fait, les protéines qui sont produites dans cet espace-là ne s'échappent pas. Elles restent bloquées là. C'est pour ça qu'on les voit ici en fluorescence, donc autour du champignon. Mais elles sont en contact avec la membrane plasmique de la cellule hôte, la plante. Après, il y a un autre type d'effecteur, vous voyez ici les petits points rouges, donc qui sort du champignon. Bon, je vous dirai rapidement où on en est de savoir comment ils sortent et comment ils re-rentrent dans la plante. Et donc là, ça a été fait donc, depuis voilà, les 10 dernières années. Beaucoup de gens ont essayé de montrer ça. Donc là, c'est des protéines fluorescentes RFP pour les effecteurs qu'on va appeler transloqués, parce que vous voyez, il est produit par le champignon ici, cellule fongique, mais on le retrouve dans le noyau de la cellule hôte. Il n'y a pas de continuité entre l'if ici et le noyau de la cellule hôte. Et là, si on prend une protéine sécrétée classique, elle fait le tour, elle s'accumule un peu dans cette structure, mais il n'y en a pas de transloqué. Donc, on peut classer donc les effecteurs. Entre les effecteurs, donc, ils passent tous par la voie de sécrétion. Chez ce champignon, Pyrrhicularia magnaporte, on imagine qu'il y a une structure un peu spécialisée, mais qu'on n'a pas retrouvée chez d'autres champignons, qui permet la sécrétion de ces protéines, sans doute dans des vésicules, qui, on ne sait pas si elles sont d'origine de la plante ou du champignon. Pour l'instant, on est sûr que ça peut passer par des vésicules de la plante, et les gens sont en train d'essayer de le démontrer que ce soit par des vésicules aussi du champignon. Ces vésicules, donc par endocytose, sont recaptées par la plante, et donc la protéine fongique rentre dans la cellule,
végétale et peut même passer d'une cellule à l'autre par les plasmodesmes. Donc ces deux types d'effecteurs, ceux qui s'accumulent ici à l'interface entre le champignon et la plante, c'est peut-être la majorité, on va dire 60%, et 40% sont transférés dans la cellule végétale. Quand vous en avez des centaines, voilà, on va dire peut-être chez Maniaporté, Spiricularia, le champignon là que j'ai pris un peu en exemple, il y en aura 400, donc il y en a bien une centaine qui vont rentrer dans la cellule végétale, et souvent de fonctions inconnues, c'est des petites protéines sans domaine, donc l'autre jeu des scientifiques, c'est avec ces centaines d'effecteurs qui rentrent dans la cellule végétale, c'est identifier les cibles dans la plante, quel est le mode d'action de ces effecteurs. Et vous voyez, donc c'est pour ceux qui ont été caractérisés, c'est assez diversifié. Donc il y en a, la plupart quand même bloquent les défenses des plantes. Et comme les défenses des plantes, c'est un petit peu un capharnaüm, hein, c'est contrôlé, mais ça va un petit peu tout azimut. Donc en fait, ça touche beaucoup de voies de défense des plantes, et pas uniquement les systèmes de reconnaissance. Ça manipule aussi le métabolisme de la plante. On en a plusieurs exemples. Donc ça, en fait, prend le contrôle. L'hypothèse qu'on a, c'est que ces centaines de protéines fongiques qui rentrent dans la cellule végétale prennent le contrôle de la cellule végétale. À la fois en bloquant les défenses, ça la rend neutre, et en même temps, ça manipule le métabolisme et un certain nombre de fonctions cellulaires au profit du champignon. Donc c'est une prise de contrôle. La plante devient un peu le zombie du champignon par ces centaines de protéines. Ceux qui sont dans l'apoplasme, c'est plutôt donc, modification de paroi, défense du champignon, mais il y en a aussi beaucoup, et ou dégradation de la paroi végétale. Donc Bloomeria et ses effecteurs, vous voyez donc chez Colectotrichum, un autre champignon dont on va reparler, Maniaporté, donc son autre nom Piricularia, on en a 400 à peu près, dont la moitié sont exprimés au cours de l'infection. Bloomeria, donc à l'époque où on a analysé le génome, il y en avait 127, mais après en cherchant bien, parce que c'est évidemment difficile à trouver, c'est des petits gènes, voilà, c'était englué dans cet océan de transposons qui était le génome de Bloomeria, mais les chercheurs des différentes équipes ont réussi finalement à en trouver 722. Ils sont vraiment acharnés, et là c'est à peu près le catalogue complet, dont à peu près effectivement toujours la moitié sont exprimés au cours de l'infection. Donc, ce champignon qui a perdu beaucoup de gènes, il n'a pas perdu ses effecteurs, voire il en a peut-être plus que certains autres. Pareil pour les transporteurs, il a beaucoup de transporteurs, il en a même peut-être plus qu'un champignon pathogène de plantes classiques. C'est-à-dire, donc, il a l'hypothèse évolutive, c'est donc qu'il a perdu ce dont il n'avait pas besoin pour sa stratégie infectieuse, mais il a gardé tout ce dont il avait besoin, c'est-à-dire les effecteurs et les transporteurs, puisqu'il doit contrôler la cellule hôte végétale et en même temps récupérer le maximum d'éléments nutritifs et de molécules de la plante hôte. Donc maintenant, je vais vous parler des hémibiotrophes. Hémibiotrophes, c'est en fait la combinaison des nécrotrophes et des biotrophes. Donc nécrotrophes, on ne va pas en parler trop parce qu'en fait, les nécrotrophes, leur particularité, c'est que chacun a une stratégie infectieuse particulière, de très complexe à très simple. Et donc c'est pour l'instant assez difficile de trouver un peu des règles, tandis que les hémibiotrophes, on a un petit peu plus de correspondance entre espèces très différentes. Les nécrotrophes, en fait, on a l'impression qu'au niveau évolutif, ils sont apparus dans des branches très différentes, et chaque fois, ils ont trouvé une astuce pour devenir très toxiques pour une plante hôte ou un ensemble de plantes hôtes, et ils sont devenus des pathogènes, et on trouve à côté soit des non-pathogènes, des espèces saprotrophes, soit des pathogènes d'autres plantes hôtes, parce qu'ils ont trouvé une astuce pour attaquer une nouvelle plante hôte. Donc chez les hémibiotrophes, où là la génomique est un peu plus facile, donc ils sont caractérisés par une phase biotrophe, c'est-à-dire le champignon pénètre, ici donc l'apressorium qui permet de rentrer dans la cellule, les ifs infectieux que vous avez vu tout à l'heure, qui colonisent d'une cellule à l'autre en les gardant vivantes. Donc les cellules infectées, même si elles sont massivement envahies par les ifs du champignon, restent vivantes. Le champignon les maintient en survie, il ne les tue pas. Et ça dure, dans le cas de Piricularia Maniaporté, 7 jours. Donc pendant 7 jours, le champignon se propage dans la cellule, de cellule à cellule dans
dans les tissus, sans, on ne voit rien, donc c'est la feuille attaquée paraît saine. Et en 24 heures, il change de stratégie. On ne sait pas trop quel est le signal qui fait qu'il y a un changement aussi brusque, mais là, il change complètement et toute la zone infectée est détruite, généralement en 12 à 24 heures. Donc le soir, les feuilles de riz sont encore vertes et le lendemain matin, elles commencent à être détruites. Donc ça va très vite et en même temps qu'il détruit donc les tissus qu'il a infectés, le champignon sporule. Là, il détruit tout, il récupère toutes les réserves qu'il peut pour se reproduire. Colithotrichum, c'est donc un champignon qui attaque le chou, enfin beaucoup de plantes tropicales, mais aussi Arabidopsis, qui est un peu une plante modèle. Et sa caractéristique, c'est sa phase biotrophe est limitée dans le temps. Pendant 24 heures à 48 heures, il reste dans la cellule infectée épidermique sans la détruire. Et après, finalement, assez rapidement, ça dure moins longtemps que mania portée, la phase biotrophe, il switch et donc il détruit, et là il détruit tout ce qui est autour. Donc c'est un petit peu différent, mais on les met souvent ensemble, parce que vous allez voir, en fait, ils ont à peu près les mêmes stratégies moléculaires, même si ce sont des espèces très différentes. Donc là, j'ai pris l'exemple chez Colithotrichum, mais on a les mêmes exemples avec mania portée / Pyrrhicularia. Donc si on fait le transcriptome de tout le génome et qu'on prend des classes particulières, comme là le métabolisme secondaire, là c'est tous les gènes. Donc il y en a beaucoup, il y en a à peu près 300. On voit qu'il y a des vagues d'expression au cours de l'infection. Donc par exemple ici, il y a au moment un petit peu dans l'apressorium et dans la phase biotrophe, et donc majoritairement, les métabolites secondaires seraient produits au moment où le champignon est encore en phase biotrophe. Et puis il y en a une petite quantité qui est produite pendant la phase nécrotrophe. On voit aussi pour les effecteurs, donc ces petites protéines sécrétées, donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup exprimées au cours de l'infection. Là aussi, il y en a beaucoup pendant la phase biotrophe, mais il y en a aussi pendant la phase de pénétration. Et finalement beaucoup moins pendant la phase nécrotrophe. Donc si c'est des protéines ce serait plutôt des protéines qui manipuleraient la cellule hôte plutôt que la détruire. Si on prend les enzymes de dégradation des parois végétales, quasi, donc là, pratiquement, ils sont, à part une petite quantité qui est produite au début de l'infection, ils sont presque tous exprimés de manière conjointe au moment de la destruction des tissus. Donc ça, on trouve ça chez pratiquement tous les champignons hémibiotrophes pour lesquels on a des données, donc transcriptome de l'infection. Donc l'idée que l'on a du coup pour ces champignons hémibiotrophes, eux, il n'y a pas de perte de gènes, mais ils ont donc joué sur les profils d'expression pour n'avoir qu'un certain nombre de gènes exprimés à chaque stade. Donc au moment de la pénétration, il y a un petit set de gènes qui est exprimé, effecteur, métabolisme secondaire. Biotrophe, il y a un grand nombre de gènes qui sont exprimés au moment où le champignon contrôle la cellule hôte. Et la phase nécrotrophe, c'est un set complètement différent d'effecteurs et de métabolites secondaires. Donc, comme ça, il peut jouer sur les deux tableaux. Et en fait, ce seraient ces réseaux de régulation qui lui permettent d'avoir les deux stratégies à la suite. Donc, des réseaux de régulation impliqués dans ce contrôle. Donc là, je vais vous prendre quelques exemples rapidement. Donc, si on s'intéresse aux métabolites secondaires qui sont exprimés donc, au tout début de l'infection, il n'y en a pas beaucoup chez Colithotrichum. Et chez mania portée Pyrrhicularia, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a un certain nombre. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ils sont très différents, exprimés au moment de la pénétration, aussi bien dans l'apressorium in vitro qu'au cours de l'infection. Donc, nous, on s'est intéressé à ce gène-là, S1, donc, qui encode une PKS-NRPS. Donc ça, c'est un hybride, ça met un acide aminé sur un antibiotique, en gros. Donc c'est un cluster, donc avec 2 PKS-NRPS, plein d'enzymes, donc une voie de biosynthèse un petit peu complexe. Tous ces gènes-là sont exprimés au même moment, donc au moment de la pénétration. Si on fait des marqueurs GFP, on voit que c'est spécifiquement dans l'apressorium, et spécifiquement dans l'apressorium qui est sur la plante. Donc ça a besoin, il y a un contrôle qui fait que ce cluster n'est exprimé que quand le champignon commence à pénétrer. On ne sait pas trop quel est le signal, mais visiblement il y en a un.
Et ce dont on s'est aperçu avec ce cluster, c'est qu'il avait un rôle bien particulier, que nous on appelle donc dans notre jargon de phytopathologiste avirulence gene. Donc le plus simple pour, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est de voir un peu la démonstration génétique, puisqu'en fait ce terme-là vient d'une approche génétique au début. On ne connaissait pas les supports de la virulence pendant 50 ans. Donc, mais ça a été identifié d'un point de vue génétique. Donc on a des souches avirulentes, comme cette souche-là, Guyane 11, qui n'attaquent pas ce cultivar de riz résistant, et on a des souches virulentes qui l'attaquent très bien. Si on introduit ce gène S1 qui vient de cette souche-là dans cette souche-là, on a un transformant où, avec un seul gène, on devient totalement incapable d'attaquer ce cultivar résistant. Donc ça, c'est un peu le credo des phytopathologistes. Voilà. On rencontre ça dans presque tous les pathosystèmes. Donc un seul gène suffit du champignon, une forme allélique particulière de ce gène est reconnue par la plante et donc fait que le champignon est bloqué dès le début de l'infection. Là, dans ce cas-là, c'était donc pour nous un peu bizarre de voir une enzyme du métabolisme secondaire. Donc on a officié la vérification inverse. On prend donc là une souche avirulente et on délète ce gène, donc on perd la fonction et dans ce cas-là, on devient virulent. Le mutant, on supprime cette activité enzymatique et on est capable d'attaquer le cultivar résistant. Donc on a regardé après la protéine, elle est donc effectivement localisée dans l'apressorium, elle est même coincée dans l'apressorium, parce que si on met un GFP avec le même promoteur dans l'apressorium, ça diffuse, puisque le lymphe infectieux est relié à l'apressorium, donc elle est coincée là, donc elle ne peut pas être cette protéine en contact avec la plante hôte. Donc on a fait une petite expérience de génétique moléculaire où on a fait une enzyme inactive avec la GFP. Donc cette enzyme, on a mis la GFP sur une enzyme active, ça ne change rien au processus infectieux. Là, cette protéine-là, la GFP ne modifie pas sa caractéristique qui est de produire un signal qui est reconnu par la plante résistante. Par contre, on fait cette mutation ponctuelle, là on n'est plus reconnu. Du coup, notre modèle, c'est de dire, voilà, on a l'apressorium de ce champignon qui produit cette enzyme, mais aussi l'ensemble des enzymes, il y en a 15, donc cette voie de biosynthèse, pour produire un métabolite qui est reconnu par un gène de résistance du riz. Donc ça, on travaille dessus depuis longtemps, et on a... pour faire une histoire longue, courte, où on en est maintenant 10 ans après. Donc, on a récemment, ça a été assez long, identifié le gène de résistance correspondant, donc le récepteur du signal. Donc c'est, dans le jargon un petit peu de la pathologie végétale moléculaire, un récepteur classique, ce qu'on appelle un NBS-LRR. Donc c'est un gène de résistance qui est un récepteur cytoplasmique qui est couramment utilisé par les plantes pour reconnaître des protéines de pathogènes, quels qu'ils soient, viraux, bactériens, fongiques, nématodes, insectes. Chaque gène est spécifique, mais c'est toujours la même famille de gènes. Donc là, on aurait un récepteur classique qui serait impliqué dans la reconnaissance de ce métabolite. Et le métabolite, donc on a eu aussi beaucoup de mal à essayer de le faire produire. Donc maintenant, on arrive à une molécule hypothétique. On n'a pas encore réussi à la produire complètement, parce qu'il a fallu surexprimer chacun des gènes dans différentes combinaisons, dans d'autres champignons, parce que c'est des gènes qui ne sont pas exprimés in vitro que dans l'apressorium. Et maintenant, on a suffisamment d'éléments pour se dire que la molécule finale devrait être comme ça, mais on ne l'a pas encore. Et cette molécule ressemble furieusement à ce qu'on appelle les cytocalasines, donc des inhibiteurs de l'assemblage de l'actine. Donc on pense en fait que ce métabolite, il est produit par le champignon au début de l'infection, pour bloquer les réactions de défense associées au remodelage actine. On sait que dans les réactions de résistance, la plante utilise son réseau d'actine et le remobilise pour diriger des protéines antifongiques vers le site de pénétration. Donc là, la prédiction, c'est qu'on devrait voir une désorganisation du cytosquelette dans les cellules infectées. Donc là, on n'est pas loin d'avoir le métabolite final. Et donc, comme on a maintenant le gène de résistance, est-ce que la molécule interagit directement, ou c'est parce que ça modifie l'actine que c'est l'ensemble qui est reconnu par ce récepteur cytoplasmique? C'est pour la prochaine génération de chercheurs qui vont s'attaquer à ça. Donc,
Donc les métabolites secondaires peuvent avoir un rôle important, y compris, on pense, nous, à travers cet exemple, être reconnus par la cellule hôte. Et ce qu'on pense aussi, ce qui est important dans ces champignons hémibiotrophes, c'est les réseaux de régulation. Donc on est tombé dessus un peu par hasard, donc on avait des mutants, des collections de mutants, d'insertion. On avait donc un mutant qui n'attaquait pas, le mutant d'insertion attaquait un petit peu, et le mutant de délétion n'attaquait pas du tout. On voit ici les apressoriums, les ifs infectieux, le mutant d'insertion qui est, on va dire, liquide ou partiel, essaie de rentrer mais a du mal, et l'autre ne rentre plus du tout. Donc un défaut de pénétration. On s'est aperçu que ce gène était spécifique de l'apressorium, en particulier si on fait des fusions GFP, il y a un contrôle post-transcriptionnel qui fait que la protéine n'est traduite que dans l'apressorium, et elle s'accumule dans le noyau de l'apressorium comme un bon facteur de transcription. Car cette protéine est donc un facteur de transcription de la famille BZIP, donc qui est bien connu comme facteur de transcription chez tous les organismes, y compris les champignons. C'est une famille à part, différente des autres BZIP qui sont plutôt impliqués dans la régulation du stress. On a fait une analyse transcriptionnelle des apressoriums mutants et sauvages, et donc on a pu identifier une boîte dans les gènes qui sont donc non exprimés chez le mutant. On a pu vérifier qu'effectivement le facteur de transcription se fixe bien sur cette boîte, et si on mute cette boîte, il n'y a plus d'expression des gènes qui sont la cible de ce facteur de transcription dans l'apressorium. Qu'est-ce que c'est ce réseau de 40 gènes? Donc c'est tous des gènes spécifiques de l'apressorium, ça c'est la prédiction, et on a un pattern assez diversifié, c'est-à-dire on a aussi bien des effecteurs connus, des nouveaux effecteurs, du métabolisme secondaire, et on retrouve le cluster de métabolisme secondaire dont je vous ai parlé juste avant, qui était apressorium spécifique. Il est une cible de ce facteur de transcription, et des protéines de signalisation. Donc en fait, on a l'impression que ce facteur de transcription coordonne juste au moment où le champignon pénètre, pareil, son expression est associée à ça aussi, un ensemble de protéines très différentes, qui, donc la conjonction pourrait être importante pour le début de l'infection. Et c'est assez rare, effectivement, qu'un facteur de transcription coordonne l'expression de gènes aussi différents. Généralement, c'est des familles un peu particulières. Ouais. Donc, réseau de régulation, oui. Donc là, on en a trouvé un. Il n'y en a pas tant que ça qui ont été trouvés encore, mais donc c'est un sujet important. Et donc, un peu la diapo finale de vision un petit peu de ce qu'on a actuellement comme processus infectieux. Donc on a le champignon qui arrive à la surface de la plante hôte, souvent il fait un apressorium, il pénètre, il y a cet espace un peu confiné où le champignon et la membrane végétale sont en contact, et il y a des échanges, donc voilà, on pense que le champignon est capable de bloquer la polymérisation de l'actine, on sait qu'il est aussi capable de bloquer les voies de signalisation de la plante hôte, les gènes de défense, il peut aller dans le noyau, réguler un certain nombre de choses. Donc en fait, il a une palette de molécules, métabolites secondaires et effecteurs petites protéines qui vont aller cibler des protéines ou des fonctions cellulaires de la plante hôte, et tout en même temps. Voilà, et donc ça, c'est un peu tous les gens qui ont participé donc sur tous les projets génomes que je vous ai présentés. Merci. Merci.